Alors, nous allons regarder les démonstrations du chapitre sur les matrices d'application linéaire, donc le chapitre qu'on a survolé vendredi avant les vacances, enfin survolé et illustré par divers exemples, et on n'avait pas fait les démonstrations. Donc d'abord, dans un premier temps, je voudrais rappeler ce que c'est que la matrice d'une application linéaire, comment on la construit. Donc il faut qu'on ait deux espaces vectoriels E et F, une base B1 sur E et une base B2 sur F, donc j'ai noté EK les vecteurs de B1 et VK les vecteurs de B2. Et on considère une application linéaire de E dans F. Dans ce cas-là, la matrice de F dans les bases B1 et B2, ou relativement aux bases B1 et B2, qu'on note de cette manière-là, c'est la matrice de la famille des vecteurs F2E1, F2E2, F2EP dans la base d'arrivée, c'est-à-dire la base B2, puisque ce sont des vecteurs ici de F. Donc ça s'écrit comme ça, la matrice de F dans les bases B1, B2, c'est la matrice de la famille de vecteurs F2E1, F2E2, F2EP dans B2, c'est-à-dire dans la première colonne de notre matrice, on va trouver les composantes de F2E1 dans la base E2, dans la deuxième colonne, on va trouver les composantes de F2E2 dans la base B2, etc., etc. Ce que je retrouve ici schématiquement. Pour un endomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire de E dans E, par exemple, si je prends un endomorphisme de E, ben dans ce cas-là, on ne s'embêtera pas à prendre une base, des bases de E différentes, on va prendre la même base de E au départ et à l'arrivée. Donc ici, F c'est E, hein, dans mon deuxième exemple, F c'est E, et on prend B1 égale B2 que je note B. Et du coup, la matrice de F dans la base B, ou relativement à la base B, elle va être notée de cette manière-là, donc on inscrit une seule fois la base, ce qui indique qu'on prend deux fois la même. Et de la même façon, bah, c'est la matrice des images des vecteurs E1, E2, EP dans la base B. C'est-à-dire qu'on a dans la première colonne les composantes de F de E1 dans la base B, donc ici selon le vecteur E1, selon le vecteur E2, etc., etc. Du coup, vous pouvez écrire à chaque fois, dans la première situation, ça signifie qu'on a F de EK qui est égal à ça, et dans la deuxième situation, ça signifie qu'on a F de EK égal à exactement ça. Tac. En écrivant, donc quand vous avez les composantes de votre vecteur, vous êtes capable d'écrire votre vecteur en ligne de cette manière-là. Ok, donc je vous propose d'aller refaire l'exemple là, on en a fait plein en classe, donc je vous laisse le lire tout seul, d'accord? Et moi je voudrais attaquer un exemple important qui est l'exemple des matrices de l'identité. L'identité sur E, c'est bien une application linéaire de E dans E, c'est bien un endomorphisme de E, et donc on doit pouvoir donner différentes matrices de cet endomorphisme de E. Donc je prends B1 et B2, deux bases de E, et E étant une dimension P. Hein. Alors, dans un premier temps, on va montrer que IP, c'est-à-dire la matrice avec des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs, c'est la matrice de l'identité dans la base B1 et aussi dans la base B2 d'ailleurs, c'est la même, dans n'importe quelle base. Mais par contre, la matrice de l'identité relativement aux bases B2, B1, bah, c'est la matrice de passage de B1 à B2. Donc c'est la matrice des composantes de B2 dans la base B1. On y va. Donc je donne des noms aux vecteurs B1 et B2, de B1 et de B2. Donc nous, si on veut écrire la matrice de l'identité dans la base B1, donc c'est celui-là que j'ai choisi, la matrice de l'identité dans la base B1, il faut donc que je calcule l'image des vecteurs de B1 par l'identité et que je les écrive dans la base B1. Or, quand je prends un vecteur EK quelconque de B1, l'identité de EK c'est EK, donc ses composantes dans la base B1, c'est 0E1 plus 0E2, etc. jusqu'à 0EK-1, plus une fois EK, plus 0 fois EK plus 1, etc. jusqu'à 0 fois EN. Et ça, c'est valable pour tout cas dans un P. Si bien que la matrice de l'identité dans la base B1, donc les composantes de 1 vont être 1, 0, 0, 0, les composantes de 2 vont être 0, 1, 0, 0, etc., etc. et on retrouve IP. Donc je dis E1 hein, parce qu'en fait, l'identité de E1, c'est E1. Donc finalement, dans ma première colonne, je trouve les composantes de E1 dans la base E1, E2, En. Dans la deuxième colonne, je trouve les composantes de E2 dans la base E1, E2, En, etc., etc. Alors, concernant l'autre matrice ici, celle-ci, donc la matrice de l'identité dans les bases B de B1, je vais partir de cette matrice-là. Donc la matrice de B2 dans B1, vous vous souvenez, dans cette matrice-là, on trouve les composantes de B2 dans B1.
Mais B2, c'est aussi l'identité de B2, c'est l'image de B2, puisque du coup, l'identité de B2, c'est, alors j'aurais pu l'écrire comme ça, hein, c'est la matrice de, tac, ici, V, U1, U2, UP dans la base B1, B2, B2, BP, et c'est la même chose que l'identité de U1, etc. L'identité de U2, ce que je note plus de manière plus condensée sous la forme identité de B2, bah, c'est exactement la même chose que ça. Et ça, bah, si vous revenez à la définition d'une matrice d'une application linéaire, vous voyez, on a exactement l'écriture qu'on a là, mais à la place de f, c'est l'identité. Donc du coup, on peut écrire que c'est, alors c'est plutôt d'ailleurs cette version-là, c'est la matrice de cette famille de vecteurs dans la base B2, avec ici, f c'est l'identité, donc on se retrouve avec, je redescends, ici c'est la matrice de l'identité dans les bases B2, B1. Vous pouvez enlever cette étape-là, mais c'est pareil, hein, je dis deux fois la même chose. Ok, alors on attaque la première formule fondamentale qui fait partie de votre question de cours 7. Donc cette formule fondamentale, elle va permettre de déterminer l'image d'un vecteur x par une application linéaire lorsqu'on connaît une matrice de cette application linéaire. Donc je prends une base de l'ensemble de départ, une base de l'ensemble d'arrivée, je prends une application linéaire dans f, et j'appelle M la matrice de cette application linéaire relativement aux deux bases que j'ai fixées au-dessus. Et donc on a la formule suivante, si on prend un vecteur x quelconque dans E, la matrice de f de x dans la base d'arrivée, puisque f de x est un élément de f, hein, donc dans la base d'arrivée, c'est la matrice de f relativement aux bases B1 et B2 fois la matrice de x dans la base B1, qu'on va écrire assez facilement sous cette forme-là, y égale mx, x c'est la matrice de x dans la base B1, m c'est la matrice de f dans les bases B1 et B2, et y c'est la matrice de f de x dans la base B2. Alors c'est parti pour la démonstration. Donc on va donner des coefficients à la matrice de f dans les bases B1, B2, on va les appeler IJ, et donc on a ce résultat-là à démontrer en prenant un vecteur x quelconque dans E, la matrice de f de x dans B2, c'est m fois la matrice de x dans B1. Donc nous, on sait que la matrice de f dans B1, B2, c'est la matrice des vecteurs f de 1, f de 2 jusqu'à f de p dans la base B2. C'est-à-dire que dans la première colonne, je trouve les composantes de f de 1 dans la base B2, dans la deuxième colonne, les composantes de f de 2 dans la base B2, etc., etc. Si bien que quand je connais la matrice, je suis capable de donner les vecteurs images f de ek en fonction des vecteurs de B2. Donc ma colonne f de ek, c'est la colonne correspondant aux composantes de f de ek, donc c'est la kème colonne. On va avoir A1k, A2k, etc., etc. On peut l'écrire si on veut, hein, cette colonne-là. Donc voilà, la colonne correspondant aux composantes de f de ek dans la base B2, donc la composante selon V1, selon V2, selon Vn. Si bien que f de ek, je peux l'écrire sous cette forme-là, A1k fois V1 plus A2k fois V2, etc., jusqu'à ANK fois Vn. Ok, on fait pareil avec la matrice de x dans B1, on donne des noms aux coefficients, donc on les appelle x1, x2, xp. Donc ici, j'ai les composantes de mon vecteur x dans la base B1, si bien que je peux écrire mon vecteur x en ligne sous cette forme-là. X, c'est la somme des xk ek pour k allant de 1 à p. Du coup, f de x, c'est f de cette somme-là, et comme f est linéaire, ça donne la somme des xk f de ek, et f de ek, on va pouvoir le remplacer par ce qu'on a trouvé là-haut, qui vient de la matrice de f dans les bases B1, B2. Après, méthode classique, donc on distribue d'abord les xk sur chacun des termes de la somme, puis après on intervertit les signes-sommes. Et après interversion des signes-sommes, on se rend compte que dans cette somme-là, qui est la somme sur k allant de 1 à p, le VI ne dépend pas de k, donc on va pouvoir le mettre en facteur, et on se retrouve avec une somme de quelque chose fois VI, donc le quelque chose correspond à la composante de f de x selon le vecteur VI. Donc quand on décompose f de x dans la base B2, on a exactement cette écriture-là. Donc du coup, je peux écrire la matrice de f de x dans la base B2.
Comme ça, vous avez les composantes de f de x selon V1, selon V2, selon Vn. Donc sa composante selon V1, ben, c'est ce coefficient-là avec i égale 1. Sa composante selon V2, ben, c'est ce coefficient-là avec i égale 2, etc. Sa composante selon Vn, c'est ce coefficient-là avec i égale n. Et on se rend compte que cette matrice colonne ici, elle correspond exactement à m fois la matrice x. Si vous faites ce produit-là, vous obtenez exactement donc quand je fais le produit de cette matrice-là par celle-ci, cette matrice colonne, on obtient cette colonne-là. Donc ça correspond exactement à mx. Et on a prouvé le résultat. Alors on peut prouver réciproquement que si vous avez une application linéaire de une application non linéaire pour l'instant, d'accord, on ne sait pas qu'elle est linéaire, pardon, on a une simple application de E dans F, qui vérifie que quand vous prenez un vecteur x quelconque dans E, la matrice de l'image, donc de f de x dans la base B2, c'est m fois la matrice de x dans B1. M est constante, c'est-à-dire ne dépend pas de x. Ben dans ce cas-là, donc si vous avez une telle application f2 dans f, ben vous pourrez dire que f est linéaire et que sa matrice dans les bases B1, B2, c'est aussi m. Donc ça, je l'admets, vous pouvez le démontrer comme petit exercice.